Bonjour Monsieur Mhamdi. Vous avez travaillé dans plusieurs enceintes onusiennes au cœur de la fabrique des règles internationales. Aujourd'hui, la compétitivité des États dépend de leur capacité à anticiper les normes, mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, traçabilité, sûreté maritime, conformité environnementale. Selon vous, quels sont les champs normatifs que le Royaume doit prioriser pour assurer la compétitivité économique et environnementale de ses exportations, en particulier celles issues des provinces du Sud? Bon, il y a plusieurs questions dans votre question, si je puis dire. C'est vrai. D'abord, en ce qui concerne la réglementation internationale, le Maroc a ratifié tout ce qui est ratifiable en ce qui concerne l'environnement. Nous étions parmi les premiers à ratifier le protocole de Kyoto. On a été présent dans toutes les COP et la contribution marocaine a été saluée par les participants. Sur le plan interne, un effort colossal a été fait pour la décarbonation de notre économie. Évidemment, l'effort gouvernemental et les politiques publiques obéissent à deux exigences, j'allais dire, inconciliables. Il ne fallait pas altérer ou désavantager la compétitivité marocaine par la production de normes supplémentaires d'un côté, et de l'autre côté, il fallait respecter les engagements internationaux. Tous les Marocains se souviennent de l'effort qui a été fait. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, des sacs de plastique. C'est quelque chose de colossal qui a été fait et qui vraiment produisait de la laideur pour nos villes et pour nos quartiers. On peut maintenant mesurer l'efficacité de cette action, qui peut paraître anecdotique, mais il est essentiel. Je ne rentrerai pas. Il y a un plan gouvernemental, d'action gouvernementale, pour s'inscrire dans la dynamique universelle du respect des paramètres, de tous les paramètres du développement durable. La doctrine officielle est connue. Sa Majesté, à plusieurs reprises, l'a rappelé dans ses discours. Depuis, il était prince héritier quand il était à Brasilia, quand il était disons, à Rio. Et périodiquement, il rappelle les impératifs ou la nécessité de s'inscrire dans la logique qui est incontournable. Bien sûr, encore une fois, il y a la compétitivité, parce que c'est facile de produire des normes et de les imposer, mais aussi il faut faire vivre nos entreprises, surtout les PME, qui n'ont pas souvent l'épaisseur financière pour toujours prendre en charge dans les meilleures conditions les normes nouvelles. Mais la trajectoire, elle est tracée, l'objectif est clair, il faut aller vers la décarbonation de notre économie et il faut préserver notre patrimoine de notre nation pour les générations futures. Maintenant, la question des provinces du Sud, moi en tant qu'ancien diplomate et en tant que Marocain, moi pour nous c'est une partie intégrante du Maroc. Bien sûr, sur le plan juridique, je ne peux pas ignorer que nous sommes toujours handicapés par cette inscription de territoires sur la liste des territoires non autonomes, et donc on n'a pas encore le titre juridique de la propriété légale internationale. On ne l'a pas. Bien. Mais les Marocains se plaisent à dire c'est bien dit, ça. Et juridiquement, ça n'est pas encore le cas. Je dis
je l'espère, pas encore pour longtemps. Pourquoi? Parce que s'il y a une seule chose à retenir de la dernière résolution 2297, c'est que pour la première fois, il y a une consécration juridique de la marocanité du Sahara. Il y a une consécration juridique. Avant, on avait une consécration légitime que produit l'effectivité, car le droit international ouvre le droit à la légitimité par l'effectivité. On est légitime par l'histoire, par la Cour de justice internationale et par la présence effective sur le terrain, car le Maroc avait la souveraineté et les attributs de la souveraineté pleins et entiers sur le territoire national. Mais encore une fois, on n'avait pas ce titre juridique, car c'est une injustice qui est faite à notre pays depuis 1975. La décolonisation aurait dû prendre fin au moment où Feu Hassan II a récupéré le Sahara et a négocié avec Maestria l'accord de Madrid. Mais l'Algérie, pour des raisons géopolitiques qui prendraient des heures, qui relèvent de la pathologie plus que de la géopolitique, il a décidé de contrarier le recouvrement des provinces du Sud. C'est tout. Alors non, le combat, on a gagné une bataille sur le plan juridique, on n'a pas encore gagné la guerre, nous la gagnerons le jour où le Conseil de sécurité fera le nécessaire pour faire disparaître les territoires des provinces du Sud de la liste des territoires non autonomes. Autrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il apporte à l'international? Une sécurité juridique supplémentaire. Parce que les fonds souverains, que ce soit émiratis ou que ce soit surtout des pays scandinaves, ils sont très regardants sur le statut juridique. Maintenant, le Conseil de sécurité a dit le droit. Il a dit l'autonomie sous souveraineté marocaine. Normalement, la marocanité des Sahara, de mon point de vue de juriste, elle est erga omnes, elle est opposable au tiers. Et puis, il y a la reconnaissance des 3 pays membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, et la neutralité bienveillante des Chinois et des Russes. Donc, la légitimité, la légalité internationale, elle est produite par le Conseil de sécurité, elle parle au nom de la communauté internationale. Nous l'avons. Maintenant, il faut opérationnaliser ça. C'est une bataille, nous continuons à la faire, espérons, et ne durera pas longtemps. Voilà. Bien, je vous remercie. Il apparaît assez clairement que le Sahara, justement, se projette vers un espace de développement énergétique, halieutique et logistique à grande échelle. Le Royaume peut-il utiliser ces filières pour coproduire les normes internationales plutôt que pour les subir? Non, je vous dis encore une fois, en tant que Marocain et en tant que diplomate et en tant que juriste, je vous dis, l'effectivité, on l'avait. Et l'effectivité n'est pas neutre en droit international. On est chez nous, par l'histoire, par la Cour internationale. Maintenant, il y a eu une bagarre aux Nations Unies à un moment où les 4 instances qui traitaient de la question étaient contre nous. L'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, la 4e commission et le comité des 24, maintenant il y a le comité des 13. Ils étaient contre nous tous. Bon, Hassan II vous lui dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Il dit, un référendum. Que cela ne tienne. Il a proposé le référendum alors que le droit international ne nous obligeait pas à proposer le référendum. Pourquoi? Parce que dans la décolonisation, les 2 pratiques prévues par le droit international sont quand le territoire, au moment de sa colonisation, était terra nullius, là, on fait le référendum. Mais quand le territoire était occupé, là, c'est l'intégrité territoriale. Pourquoi le référendum? Bon, on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté, c'était la logique de la guerre froide, l'Algérie était dominatrice. Ils nous ont imposé ce différend artificiel. Que cela ne tienne, allez-y. Mais lorsqu'il s'agissait de déterminer le corps électoral, l'entente était impossible parce qu'ils voulaient leur corps électoral à eux taillé sur mesure. Et ils contestaient, ce qui fait qu'il était impossible de se mettre d'accord sur le corps électoral. Et du coup, à partir de 1996,
le Conseil de sécurité a considéré que le référendum est inorganisable. À partir du moment où il était organisé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait sortir de l'impasse. On a appelé le Conseil de sécurité, le Maroc a fait une proposition. Cette proposition, dès le départ d'emblée, a été jugée sérieuse et crédible. Malheureusement, elle était en compétition avec celle de Polisario. Aujourd'hui, c'est terminé. Le Conseil vient de se rendre compte, après 50 ans, que la seule solution, c'est l'autonomie sous souveraineté marocaine. Donc nous sommes chez nous. Alors produire des normes, c'est-à-dire on est acteur international, que ce soit à l'Ayoun ou à Dakhla ou à Rabat. Et donc lorsque le Maroc s'engage, pour les normes de développement durable ou pour les normes des COP successives, il se les applique naturellement sur l'ensemble du territoire national. Vous me dire maintenant, est-ce que ça va être une plateforme? Oui, l'Ayoun, pas l'Ayoun, Dakhla est appelé à être le Tangemed de l'Atlantique, sans aucun doute. Et puis, il y a le projet visionnaire, la décision visionnaire de Sa Majesté d'ouvrir ce port aux frères africains qui est enclavé. Donc c'est une initiative extraordinairement prometteuse. Il annonce un avenir de coopération mutuellement bénéfique pour tous les pays de la région. Et encore une fois, ne souhaitons qu'une seule chose, la clôture définitive de ce dossier à New York. Très bien. Vous avez piloté plusieurs négociations sensibles avec l'Union européenne et l'Espagne. Dans le contexte d'aujourd'hui, quel type de cadres bilatéraux vous paraissent les plus adaptés pour ancrer durablement les partenariats du Maroc dans les projets industriels et logistiques du Sahara? Mécanismes de protection, de l'investissement, facilitation douanière, accords sectoriels, convergence réglementaire, etc. Vous savez, dans le métier diplomatique, il y a des fondamentaux. Quand on veut coopérer au plan bilatéral avec un pays, il y a des prérequis juridiques indispensables. Le premier d'entre eux, c'est l'accord sur la non-double imposition. Le deuxième, c'est l'accord sur la protection des investissements. Donc, ces instruments juridiques, nous les avons avec la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que nous avons 6,5 millions de Marocains à l'étranger et 80% d'entre eux se trouvent dans l'espace européen. Donc, la non-double imposition s'impose comme une nécessité absolue. Et puis, les statistiques qui viennent de sortir de HSP, il y a 140 000 résidents étrangers au Maroc. Donc, le Maroc est tenu pour actualiser en permanence son cadre juridique sans lequel il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de commerce et il n'y a pas d'investissement étranger direct. Donc ça, on sait. Maintenant, ça n'est pas votre question suggère deux solutions alternatives, bilatérales ou multilatérales. Non, il faut l'une et l'autre. Car au Maroc, nous avons toujours été à l'écoute de la demande européenne en ce qui concerne leur exigence, pas dire exigence, l'exigence ce n'est pas un langage qui suit dans les rapports interétatiques, parce que nous sommes un État souverain, disons des souhaits. Ces souhaits, c'est la convergence réglementaire marocaine avec celle de l'Union européenne pour accéder, c'est comme ça qu'on a accédé au statut avancé. Qu'est-ce que c'est ce statut avancé? C'est-à-dire un peu plus que le partenaire et puis un peu moins que l'adhésion. On accède à tous les espaces sauf le politique. Donc on est arrivé au maximum de la coopération. Il ne faut pas traiter, il ne faut pas prêter trop d'attention aux soubresauts épiphénomènes de la convention de pêche. C'est rien par rapport au reste. Et même ça, on l'a gagné, parce que la Cour de justice européenne s'est mise
a fait du très mauvais droit. Parce qu'il n'a aucune qualité pour se prononcer sur un acte juridique qui concerne le Maroc et l'Union européenne. Le Maroc ne se sent pas concerné par ces décisions. Bon, maintenant, il dit qu'il applique le droit, mais c'est très bien. Mais à ce moment-là, s'il veut exclure, avec qui l'Union européenne va appliquer sa politique de voisinage? Avec la Libye, avec l'Algérie, avec la Tunisie. Quels sont les pays sud de la Méditerranée qui ont accédé au souhait de la convergence réglementaire? On a, au détriment des intérêts commerciaux, mais dans une perspective à long terme, on a actualisé nos normes industrielles, nos normes économiques, nos normes de droits humains. Il ne faut pas oublier l'effort colossal qu'a fait le Maroc dans la justice transitionnelle, dans l'adhésion à tous les instruments juridiques internationaux. Donc, tout cela pour être un interlocuteur sérieux et crédible de l'Union européenne. L'Union européenne se doit de respecter le Maroc. Donc, et nous, si l'Union européenne entend faire de nous un partenaire loyal, on est disponible. Sinon, la vision de Sa Majesté a toujours été la diversification du partenariat. On a un partenariat stratégique avec la Chine. On n'est pas complètement dans la route de la soie, mais on y est. On a un partenariat stratégique avec la Russie, et c'est grâce à ces visions, à cette diversification, qu'on a pu obtenir le résultat au Conseil de sécurité. Il ne faut pas oublier que l'Algérie verse à la Russie, depuis une dizaine d'années, bon an, mal an, plus de 20 milliards de dollars d'achat. C'est pas facile de neutraliser ça. Mais on l'a neutralisé par une position équilibrée lors du vote concernant la Russie au sein du Conseil, au sein de l'Assemblée générale. Il y a eu un traitement équilibré qui a fait que nous avons nos partenaires. Et puis, nous sommes présents, nous avons été absents en Afrique. Actuellement, nous sommes pratiquement le premier investisseur en Afrique. Les Chinois sont des partenaires, ils sont présents au Maroc. Les Russes sont des partenaires, on vient de signer un accord de pêche avec eux. Il est question de signer avec eux un accord. Il y a des pourparlers, mais je n'ai pas encore d'informations prises à ce sujet, au sujet de l'énergie nucléaire. Donc, il y a des milliers de, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il faut actualiser le chiffre. Il y a un contingent considérable d'étudiants marocains en Russie. Il y a un partenariat avec les Russes, avec les Chinois, avec les frères africains, et sans parler du monde arabe, ça c'est notre espace naturel. Donc on est à l'aise. Ils veulent de nous, marhaban. Ils ne veulent pas de nous, que cela nous tienne. Je vous remercie, Monsieur Hamdi. Prochaine question. Le port de Dakhla Atlantique est dimensionné comme un hub intercontinental au cœur de la façade atlantique africaine. Comment, selon vous, la diplomatie économique marocaine doit-elle organiser le choix des premiers trafics, des partenaires portuaires et des lignes maritimes pour que Dakhla devienne un pôle central de projection vers l'Afrique et l'Europe? Vous savez, entre une décision visionnaire et son inscription dans les faits, il faut donner du temps au temps. La décision visionnaire, elle est là, elle est actée. Il y a des leviers pour la mettre en pratique ou là pour l'inscrire dans les faits. Ces leviers passent par le cadre juridique. Il est sur place. Jamais les pays africains n'ont été aussi visités par le souverain du Maroc. Il y a une vingtaine de visites officielles qui ont été effectuées. Il y a plus d'1 millier d'accords qui ont été faits avec les... Et pas uniquement l'Afrique francophone, hein. C'est toute l'Afrique. C'est une décision qui s'appuie sur un contexte politique porteur. Les déterminants de ce contexte sont le retour attendu, souhaité, voulu par les frères africains du Maroc à l'Union africaine en 2017, c'est fait.
sommes chez nous, en famille. La présence dynamique, active des multinationales marocaines en Afrique, je veux parler de l'OCP, du Tijari, de Maroc Télécom et des opérateurs des banques, la BMC Bank et Banque Chabi, plus les opérateurs immobiliers, notamment Doha. Donc on est présent économiquement, on est présent politiquement, on est présent par les ailes. Royal dessert une vingtaine de capitales africaines et Casa est déjà un hub pour les capitales africaines. Alors maintenant, l'instrumentalisation pratique de cela, moi je ne suis pas expert en logistique, donc j'imagine il faut des voies ferrées, il faut des lignes maritimes, vous l'avez dit, il faut peut-être des voies aériennes. Tout cela est en marche, il y a un contexte favorable, il y a un désir du Maroc réel. Moi, je rêverais de voir l'expulsion de la RAST, cette entité surréaliste au sein de l'Union africaine. J'espère que le ménage sera fait incessamment pour que le Maroc soit vraiment à l'aise au sein de sa famille africaine. Et voilà ce que je peux vous dire. Les leviers sont là, le contexte il est là, le contexte politique il est là, le contexte économique il est là, l'apaisement est en train de se dessiner. Espérons qu'il y aura un sursaut de sagesse à Alger pour que tout cela ne soit pas chahuté inutilement. De toute façon, même s'ils chahutent, ils pourront retarder, ils pourront freiner, mais ils ne pourront jamais bloquer. Jamais. On l'espère. Dans le contexte ouvert par la résolution 2797, qui consacre une solution d'autonomie sous souveraineté, les projets situés dans les provinces du Sud, quels qu'ils soient, jouissent d'une stabilité et d'une attractivité accrue. Alors notre question est la suivante. Quels sont, sous un prisme strictement économique, les garanties, clauses ou mécanismes que le Royaume doit prioriser lorsqu'il négocie des accords d'investissement ou de financement avec des partenaires comme l'Union européenne? Vous savez, on n'a pas attendu la résolution. Dans tous les accords, vous avez parlé du prisme. Le prisme, c'est une idée de sa manière, dans un discours royal. Il est dit que désormais, la question de nos provinces est le prisme par lequel le Maroc évalue son partenariat. Donc tous les accords qui ont été signés par le Maroc durant les dernières années ont reconnu dans la définition du territoire la marocanité du Sahara. Et lorsque l'Union européenne a cru devoir appliquer une décision fallacieuse, illégale, inappropriée, impertinente de la Cour de justice, il n'y a pas d'accord. Okay. Ils sont eux qui sont revenus. Okay. Donc nous, on est là. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le statut juridique, le statut juridique n'est pas clarifié au niveau des Nations Unies. Il faut le dire, Zama, on le dit. On est chez nous, personne ne le conteste, mais le statut. Maintenant, il y a une onction juridique qui arrive renforcer la légitimité de l'effectivité. Vous voyez, je pèse mes mots. Je n'ai pas la légalité. On est légitime parce que l'histoire a été avec nous. On est légitime parce qu'on est sur le terrain. On est légitime parce que le Conseil de sécurité, qui parle au nom de qui? L'article 24 est clair. Il parle au nom de la communauté. A dit que la seule solution, c'est sous souveraineté marocaine. Donc, maintenant, si je suis négociateur, je ne permettrai pas à mon négociateur de mettre en doute la marocanité de mon pays. Il faut être clair et ferme là-dessus. C'est une position de principe fondée sur le droit maintenant à partir de cette résolution. Il renforce la légitimité et la clarification du territoire. En 1976, 1980, 85, la terre entière était contre nous. Moi, j'étais jeune diplomate, j'étais aux Nations Unies. Il n'y avait pas
une seule personne qui imaginait une seconde que le Maroc allait rester au Sahara. Tellement l'idée de référendum était dans toutes les têtes. Les murs étaient contre nous. Actuellement, le débat s'est inversé. Il n'y a personne qui imagine une seconde que le Maroc va quitter le Sahara. Et ça, entre les deux, il y a eu le génie politique, il y a eu la patience stratégique, il y a eu l'effort de notre diplomatie sous le pilotage extraordinaire. Vous savez, il y a eu des idées de génie. La marche verte, une idée de génie. OK? Deuxièmement, l'idée de proposer un référendum tout en pensant qu'il sera inorganisable. Une idée de génie. OK? Trois, quand le Maroc avait la bloqué, la troisième idée de génie d'Hassan Mohamed VI, c'est la proposition d'autonomie. Moi, elle dit, je ne peux pas contrarier nos amis, la communauté internationale, mais je ne peux pas renoncer à un grain de sable de notre territoire. Donc, je trouve une solution intermédiaire. Il y a l'autonomie, c'est-à-dire je vais garder le socle de la souveraineté, le timbre, l'armée, la défense, les prérogatives de Sa Majesté en tant qu'autorité politique et autorité religieuse, le socle de souveraineté comme ça, la monnaie, et le reste est négociable. Donc, au lieu de réclamer, au lieu d'avoir un référendum où il y aura un perdant et un gagnant, référendum inorganisable, on a appelé ça face-saving solution, une solution qui sauve la vie, la face à tout le monde, et Sa Majesté a tendu la main. L'autonomie, mais attention, l'autonomie qui concerne exclusivement, uniquement les provinces du Sud. C'est un statut sous souveraineté marocaine. Le socle de souveraineté est préservé, le reste est. Et donc, dans cette posture-là, nous sommes à l'aise, nous sommes chez nous. Hier, cette légitimité était mise en doute par les fonds souverains, les pays scandinaves qui sont très à cheval sur. Aujourd'hui, ils n'ont plus de raison d'être. La disparition du TNA, c'est une question de procédure. Moi, je ne sais pas. Moi, je peux écrire une lettre, monsieur le Conseil de sécurité, soyez cohérent avec vous-même. Vous avez déclaré, aujourd'hui, faites une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour faire disparaître. Il y a une procédure à faire. Mais, il se peut que peut faire l'Algérie? Il y a trois scénarios. La première, il va respecter la légalité internationale. Ça n'est pas probable. Donc, on va négocier, on va aboutir à un accord, et l'accord va être entériné par le Conseil de sécurité. À ce moment-là, le problème va être totalement résolu. Deuxièmement, il refuse de négocier. Maintenant, imaginez, il propose une médiation. Alors, il a oublié que pour être médiateur, il faut être neutre. Les béabas de droit international, ils sont partis. Prenons, ils veulent médiation. Bon. Mais à ce moment-là, le Conseil de sécurité va revenir à la charge, et à ce moment-là, il demande, maintenant, il va exiger une deuxième réunion. Et il peut passer au chapitre 7, il peut imposer une solution. Donc, il faut espérer que la gouvernance atypique qu'on a aux États-Unis puisse persister jusqu'à ce qu'il y ait un règlement de cette affaire. Il faut espérer ça. Mais je vous dis, Zama, en tant que négociateur, en tant que diplomate, on ne laissera plus personne mettre en doute la marocanité du Sahara après la dernière résolution du Saguenay. Parce que le Conseil de sécurité parle au nom de la communauté internationale.